Ok la team, alerte rouge, est-ce que Elon Musk est devenu fou? Est-ce que Tesla est tombé sur la tête? Tu as sûrement vu la news voilà, que Tesla annonce avoir acheté plus d'1 milliard de Bitcoin, enfin pour plus d'1 milliard de dollars en Bitcoin. Ils annoncent également vouloir accepter les transactions en Bitcoin pour acheter des bagnoles. Donc c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief là rapide pour coller vraiment à ce qui se passe et on va s'intéresser, est-ce que oui ou non, ça va booster le prix? Est-ce que ça va monter plus haut? Est-ce qu'on a justement un risque d'échauffement comme on avait vu un petit peu plus tôt dans le dernier débrief crypto? Et puis d'ailleurs j'en profite pour te remercier juste avant de commencer. Merci pour ton soutien, merci pour tes pouces en l'air. Il y a eu énormément de pouces, de vues, etc. sur la dernière vidéo crypto, donc j'ai décidé d'ajouter une playlist crypto sur cette chaîne pour coller vraiment à l'actualité, au bull run, parce que finalement les cryptos, voilà, c'est un investissement comme un autre, était sur une chaîne de vulgarisation financière et d'investissement. Donc créons une playlist crypto et puis on va suivre tout ça. Donc vas-y, balance là tout de suite, ça sera fait, ton petit pouce à l'édifice au début de cette vidéo. Je te remercie. Encore une fois, ça va permettre de pousser les choses et puis de me motiver à continuer. On va tout de suite partir par là. Elon Musk, ok, Tesla annonce acheter 1,5 milliard en Bitcoin et va acheter les paiements et va accepter les paiements en Bitcoin bientôt. Alors tu connais Elon Musk, tu sais à quel point il peut être un petit peu fou de temps en temps, ou génial et fou, tu vois ça comme tu veux. Et tu connais peut-être son Twitter. Si tu connais pas son Twitter, je t'incite à t'abonner parce que c'est une personnalité qui a vraiment beaucoup d'influence sur le monde. Tu vois qu'il y a 46 millions d'abonnés sur Twitter, ça commence à causer. Et c'est un mec marrant. Et c'est un mec qui, pour là ce qui nous intéresse aujourd'hui, les cryptos, qui vient quand même vachement pas manipuler, mais disons inciter le marché, faire des choses au marché. Le marché va réagir au tweet d'Elon Musk, comme le marché des actions réagissait au tweet de Donald Trump. En plus, il s'amuse, puisque voilà, il pousse le Doge, qui est une crypto humoristique, qui fait que on voit quand même la puissance des médias et la puissance des influenceurs. C'est pour ça que je te mets en garde toujours contre les influenceurs à grosse bagnole. Parce que, tu vois, un mec comme ça, c'est Elon Musk, c'est pas non plus n'importe qui, mais il fait le con avec le Dogecoin, il parle de plus en plus des cryptos. Tu vas voir, on va analyser. Pourquoi il fait ça finalement? Est-ce qu'il veut pumper le truc? Est-ce qu'il est vraiment devenu fou? Il est tombé sur la tête? Mais tu vois, avec le Dogecoin, je fais quand même une parenthèse, qui est une crypto humoristique, vraiment, ça a été lancé pour déconner, etc. Il a réussi à faire pumper le prix. Pourquoi? Parce que des personnages publics comme ça qui ont autant de mise en avant finalement sur le marché, les newbies sont là, et Elon Musk a parlé du Dogecoin, on achète du Dogecoin, et le truc explose. Bon, reste à distance de ça, même s'il peut pumper, quoi qu'il en soit, ça sort des critères. Je te rappelle que le critère, on ne rentre pas sur un marché vertical, c'est vertical, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, il parle en effet de Bitcoin de plus en plus, il parle de crypto de plus en plus. Il avait même mis, je ne sais plus si c'est toujours, non, il l'a sorti, mais dans sa bio ici, Twitter, il y a quelques temps, il avait même marqué Bitcoin. Bon, ce qui m'intéresse, à partir de là, c'est de se dire, ok, est-ce que Elon Musk est un génie? Il avait tout anticipé. Il a fait un espèce de rétro-plan de com inversé où, sur le ton de l'humour, en même temps, il fait des choses derrière, il savait que ça allait sortir, et du coup, il vient pumper le truc, et du coup, il vient créer de la hype autour de Tesla, et c'est ce que je crois, parce que c'est quand même un génie de la com, sous ses airs maladroits, sous ses airs malgré lui, je fais le con, etc. Il sait très bien qu'il est suivi par énormément de gens, il sait très bien qu'il a une influence sur le marché, et il sait très bien que quand ce qu'on va analyser maintenant, c'est-à-dire le rapport de la SEC allait sortir, ça allait faire l'effet d'une bombe, et d'ailleurs on l'a vu sur le Bitcoin, c'est sorti hier soir, ça a fait l'effet d'une bombe. De quoi on parle? On parle de ça. On parle de ça plus précisément. Le 10K. Alors qu'est-ce que les formulaires 10K? C'est tout simplement pour les boîtes cotées aux États-Unis. Donc on a la SEC, qui est là. C'est la Securities and Exchange Commission. Donc c'est vraiment le gendarme de la bourse aux États-Unis, comme on pourrait avoir l'AMF en France. Et les boîtes cotées, les boîtes importantes telles que Tesla et puis toutes les autres boîtes cotées, doivent
filer, c'est-à-dire déposer un certain nombre de formulaires tout au long de l'année, et notamment le 10K qui va arriver au moment des bilans annuels pour, tu vas voir que ça va très loin, hein. On parle vraiment de tous les assets de la boîte, de toutes ses dettes, de sa stratégie à long terme, de ce qu'elle détient, de quelle est sa stratégie, que ça soit d'investissement, que ça soit d'embauche, etc., etc. Enfin, c'est très gros comme formulaire. Tu vois, celui-là, il fait quelque chose comme 126 pages. Alors, je te rassure, hein, j'ai déjà fait le travail d'aller voir ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je fais une parenthèse, si ça t'intéresse d'investir dans des boîtes américaines et puis que tu veux aller un petit peu plus loin sur l'analyse fondamentale, je te mettrai le lien, hein, qui est le site de la SEC, c'est très facile, hein, sec.gov. Et puis, tu peux aller chercher dessus, par exemple, là on s'intéresse à Tesla, on tape Tesla ici, on trouve la boîte, et puis on clique, on fait rechercher, et puis on trouve ici tous les dépôts de formulaires, dont le 10K, qui va arriver une fois par an et qui va nous intéresser pour justement tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire vraiment c'est le plus complet avec la stratégie, etc. Donc, ça, je t'incite à le faire si tu as une boîte que tu suis vraiment de près, sur laquelle tu as investi de plus en plus, c'est le truc auquel tu crois vraiment, hein, pas sur les investissements court terme, etc. Mais toujours est-il qu'en termes de culture financière, c'est intéressant de lire ce genre de documents. Alors, quand on va sur le 10K, et ce qui nous intéresse, qui a enflammé les marchés, parce que, attends rapidement quand même, voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a fait cette bougie-là là, hier, qui quand même, le gars il annonce le truc, combien elle fait? Elle fait 20%. Donc le Bitcoin prend 20% sur une annonce que Tesla investit dedans. Donc bon, c'est pas dégueulasse. Alors on va faire une recherche sur le mot Bitcoin et on va arriver direct là où ça nous intéresse. Donc en gros, ils expliquent que oui, donc Tesla, hein, nous pouvons détenir et acheter des digital assets, hein, donc des crypto-monnaies, en 2021, à partir de 2021, et notamment en janvier 2021, on a mis à jour notre politique d'investissement pour avoir plus de flexibilité pour justement pouvoir investir et maximiser nos retours sur investissement. Ok, donc ça déjà, changement. On nous explique qu'en janvier 2021, on a fait ce changement. Du coup, blablabla, on a fini par acheter 1,5 milliard en Bitcoin suivant cette politique. Et on pourra acheter et détenir des digital assets de temps en temps ou à long terme. En plus de ça, on pense, on espère, on va commencer à accepter le Bitcoin sous forme de paiement dans le futur, suivant les lois, etc., tout en restant bien sûr dans les cadres. Donc là, cette phrase quand même, elle est extrêmement importante pour deux raisons. Un, on a acheté 1,5 milliard, ce qui n'est pas petit, de Bitcoin. Deux, on va accepter plus tard le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc ça ouvre bien sûr la voie à Bitcoin, et puis on va en parler juste après. Est-ce que finalement ils sont tombés sur la tête ou pas? Parce que Bitcoin, tu vas voir que c'est peut-être pas le meilleur des digital assets, la meilleure crypto-monnaie pour payer, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc ça ouvre aussi peut-être la voie à d'autres cryptos, à des alts. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est la troisième info qui est cachée là, que finalement on ne comprend pas dès le début, mais en janvier 2021, on a mis à jour notre politique d'investissement. Et ensuite, on a investi 1,5 milliard en Bitcoin. Tu te rappelles qu'on avait dit que les instits, lors de la dernière vidéo, tu pourras la regarder, tiens, je te la mets en lien si tu as raté la dernière et que tu débarques sur celle-là, on avait mis en avant que les instits étaient rentrés et continuaient à rentrer, mais rentraient bien sûr le plus possible sur des marchés flats avec des volumes de plus en plus importants. Là, Tesla, on peut quand même les considérer globalement comme des instits, hein, parce qu'ils sont, même si ce n'est pas une boîte spécialisée dans l'investissement qui fait que ça reste une très grosse boîte, et puis on parle de 1,5 milliard, donc on peut quand même les caser dans la case instit. Eux, ils sont rentrés après janvier, puisque avant, hein, attention aux États-Unis, c'est très réglementé, pas question de commencer à rentrer sur le Bitcoin sans avoir mis à jour et fait tous les dépôts, etc. Donc, ils sont rentrés après le pump de décembre. Je te rappelle qu'en décembre, quand même, il s'est passé des choses.
Hein, décembre, tu vois, c'est là, décembre. Hein. Donc, il s'est quand même passé des choses ici, où ça a pump. Eux, ils sont rentrés là. Ils sont rentrés dans ces eaux-là. Alors, bon, ils ne sont pas rentrés sur un marché vertical, j'imagine. Ils ont été intelligents. Ils ont acheté les petites mèches baissières ici. Mais toujours est-il que ça augure plutôt du bon. Parce que je me dis, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Dire Elon Musk, il est fou, Tesla, soit c'est des visionnaires, soit c'est des dingues. C'est des grosses boîtes. C'est des boîtes avec énormément d'argent, énormément de cash, avec une très forte puissance financière. Et je te garantis qu'il y a 35 000 CFO et des mecs super intelligents qui sont sur place à conseiller et à se prendre la tête sur toutes les stratégies justement d'investissement, de diversification, etc. Et s'il y a eu un consensus quand même de validation au sein de cette boîte pour dire on va acheter 1,5 milliard, ils auraient pu prendre 100 millions, 50 millions, 200 millions, non, 1,5 milliard de Bitcoin. À eux, je ne sais pas, tu vois, s'ils ont fait une allocation, ça n'a pas l'air. Hein. Ils parlent bien de Bitcoin dans le feeling. Donc, s'ils ont validé ça sur quand même des plus hauts de marché, parce que là, à l'époque, début janvier ou courant janvier, peut-être début février, on est quand même sur des plus hauts de marché. Certes, on est en train de rebondir, on a tapé, etc. On n'est pas vertical, mais on est sur des plus hauts de marché. Donc, ça veut dire quand même quelque chose de très fort. C'est un signe très fort pour le marché. Sachant que Tesla, en plus, vient à peine de passer positif pour la première année sur son résultat. C'est quand même une boîte qui a du cash, il faut quand même le savoir. C'est une boîte qui a des assets, c'est une boîte qui fait de l'argent, hein, on parle de 31 milliards de revenus quand même cette année. C'est une boîte qui est de moins en moins endettée, d'ailleurs le ratio d'endettement est vraiment pas dégueulasse. Je l'avais trouvé, voilà, il est là. Donc on est à moins de 2 de ratio d'endettement qui est plutôt bon, hein, franchement, c'est plutôt un bon ratio. On a, tu vois, 11 milliards de dettes pour 19 milliards, un peu plus de 19 milliards de cash. Donc une partie de ce cash maintenant est finalement du Bitcoin. Alors c'est assez dingue et moi c'est ça qui me rend le plus excité avec cette news. Je ne vais pas dire que ça va aller aux étoiles, etc. On va en parler après, où est-ce que ça peut aller, comment, pourquoi. Mais je suis quand même assez excité par cette news parce que je me dis, là on est sur une des plus grosses boîtes du monde avec une foultitude de banquiers d'affaires et de gens extrêmement intelligents et de conseillers financiers et on vient acheter 1 milliard de Bitcoin et on vient annoncer qu'on va accepter les Bitcoins. Tiens d'ailleurs, à ce propos, accepter les Bitcoins. Tu sais qu'on avait parlé des premiums, mais on n'avait pas parlé des frais de transaction. Donc ça, tu vois, on est sur les frais moyens de transaction. Quand on fait des transactions en Bitcoin, il faut savoir qu'on est sur une technologie de proof of work. Donc en gros, pareil, hein, tu auras plein de gens qui te l'expliqueront mieux que moi, mais je te le fais rapidement. On a des mineurs qui vont valider des transactions, hein, c'est-à-dire que c'est tout simplement des gens qui ont des ordinateurs super puissants. Quand une transaction arrive sur la blockchain, ces ordinateurs qui sont organisés en réseau vont faire ce qu'on appelle du minage, c'est-à-dire en gros résoudre des problèmes informatiques pour valider les transactions. Okay, et les premiers mineurs qui arrivent à résoudre les problèmes gagnent des frais. C'est ces fameux frais de transaction et une partie des nouveaux bitcoins qui sont émis sur le marché, voilà, très rapidement. Donc en gros, ces frais de transaction, ils vont être fluctuants. Ils vont être fluctuants en gros avec 2 grandes variables. La première, ça va être la puissance de calcul de ces mineurs. Plus il y a de mineurs qui rajoutent des ordis avec des grosses puissances de calcul et plus il va y avoir de compétition. Donc les frais vont être de plus en plus durs à avoir. Et la deuxième variable, ça va être la demande, tout simplement. Plus il y a de demandes, plus il y a de gens qui veulent faire des transactions, qui veulent acheter, qui veulent vendre, qui veulent s'envoyer des bitcoins, hein, puisque à chaque fois, c'est pas que sur un achat sur une vente, ça peut être sur une transaction d'échange, d'envoi, etc. Tiens, je te dépanne un bitcoin, et je te l'envoie, boum, ça va demander une validation. À chaque fois, chaque transaction est validée dans la blockchain, c'est pour ça aussi que c'est sécurisé. Donc ces frais-là, ils vont fluctuer. Et plus il y a de demandes, plus les frais vont fluctuer. Mais quoi qu'il en soit, même actuellement, ils sont relativement bas, on va aller les voir. Ils ont été plus hauts dans l'histoire de Bitcoin. On est aux alentours de 11 balles quand même. On est à 11 balles pour chaque transaction. Alors c'est sûr que si on regarde pendant le dernier bull run, qu'on remonte à 2018, hein, on a eu fait des pics quand il y a des très grosses demandes à 55 balles. Tu vois, on était à 6, 25, 30, 30, 55. Donc tu vois, on va dire qu'au-dessus de 30, hein, au-dessus de 25, 30, ça commence à devenir cher. Actuellement, on est à 11. Donc,
Là, on n'est pas encore débile. Premier indice de débilité de marché, on n'y est pas. Encore une fois, on en avait vu d'autres, on va en voir d'autres, mais là, les frais sont aussi un bon indicateur à prendre en compte. On n'est pas encore dans la débilité. Par contre, je reprends ma réflexion sur Tesla de se dire que le Bitcoin peut être un moyen de paiement. Je pense, peut-être, mais encore une fois, là, personne ne le sait, je fais un peu ma Madame Irma, qu'avec le temps, s'il y a de plus en plus de transactions, alors attends, c'est pas sûr, déjà, qui va accepter de payer en Bitcoin? Est-ce qu'il va y avoir une très grosse réceptivité des clients de Tesla en disant « Ah, c'est le futur, trop bien, en payant en Bitcoin ». Donc déjà, ça c'est la première chose, il faut déjà qu'il y ait une demande. Mais s'il y a une demande, est-ce que Tesla, dans le temps, ne va pas se rendre compte que le Bitcoin, c'est peut-être pas la meilleure crypto, la plus adaptée pour recevoir des paiements? Pourquoi? À cause de ses frais. 11, 20, 30, 40 dollars à chaque fois, à chaque transaction de perdu. Donc, tu vois, c'est comme si je te disais, bah, tiens, ta banque, à chaque fois que tu fais une transaction, peu importe le niveau de la transaction et le prix de ce que tu achètes, elle te prend 20 dollars. Donc, peut-être que voilà, ils vont commencer à se diversifier pour cette raison-là. Et deuxième chose aussi, on peut avoir des temps de transaction qui sont longs, des temps de confirmation. Tiens, je vais te montrer aussi là. En ce moment, le temps moyen d'une confirmation, bon, c'est plutôt rapide, on est aux alentours de 90 secondes. Ok, donc c'est plutôt rapide. Par contre, pendant les bull runs, tu vois, on était monté à plus de 1500, tu vois, 2000 secondes, quelque chose comme ça. Donc, minutes, pardon, minutes. Donc, c'est quand même, on avait une très grosse file d'attente. Pourquoi? Parce que, tout simplement, plus il y a de gens sur le réseau, et l'architecture du réseau Bitcoin fait que c'est comme ça, on ne peut pas trop finalement contracter ces durées-là. Plus il y a de gens sur le réseau, en gros, schématiquement, plus les ordinateurs chauffent et plus on va créer une Q-line, on va créer une file d'attente de gens qui vont être prêts à attendre plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, une journée pour que la transaction soit validée. La transaction validée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blockchain a validé la transaction, ça y est, elle est scellée, comme si ta banque écrivait sur ton relevé de compte, ça y est, on a bien reçu l'argent, ou ça y est, l'argent a bien été débité. Donc, quand c'est quelques minutes, une heure, une demi-heure, c'est pas trop gênant. Quoique, pour quelqu'un qui a besoin de faire des échanges rapidement, de s'assurer que le client a bien l'argent avant de lui livrer la marchandise, déjà c'est un peu compliqué. Mais quand le marché commence à s'enflammer et que ça devient plusieurs heures, voire même une journée, là ça devient très compliqué de faire des transactions financières avec Bitcoin. Donc là on a encore deux indices. Le premier c'est, est-ce que demain ils vont se rendre compte que peut-être qu'il faut qu'ils se diversifient et qu'ils acceptent d'autres crypto-monnaies? Ça peut être intéressant, parce que ça va pumper en plus à chaque fois tout le marché. Et puis deuxième chose, surveillons aussi ce temps de confirmation moyen. Pareil, je te mettrai tous les liens sous la vidéo pour voir si, comme en 2018, on vient à avoir, là tu vois pour l'instant, on n'y est pas, puisqu'on est à 80 minutes, 90 minutes. Donc ça, c'est le temps de confirmation pour avoir toutes les confirmations. Sur le réseau Bitcoin, tu peux prévalider la transaction avec un certain nombre de confirmations, mais pour avoir toutes les confirmations et pour que ça soit vraiment ancré dans la blockchain, il faut plus de temps. Donc tu vois, on est déjà à plus d'une heure. Donc, quoi qu'il en soit, encore des faisceaux d'indices. Moi, tu sais, je suis ni Madame Irma, ni le mec qui sait, d'ailleurs, personne ne sait où ça va aller, mais je prends les faisceaux d'indices qui m'intéressent. Tiens, allons jeter un œil sur la charte qu'on a regardée. Donc, par rapport à la dernière vidéo, oui, on a repris cette bougie verte bien violente, et on arrive, et moi il y a quelque chose qui commence à vraiment m'intéresser ici, où ça va être la barre rouge que je t'ai mis là. Cette barre rouge, c'est quoi? C'est les 50 000. Les 50 000, c'est quoi? Ça veut rien dire. Pour le Bitcoin, les cours, ils en ont rien à taper de 50 000. Ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose juste pour un type de personne, ces 50 000 là. Pour les médias. Et l'intérêt des médias, qui aiment à chaque fois les grands milestones, les grands chiffres ronds, les trucs qui font les grands titres, tout simplement pour vendre du papier, pour faire de l'automate, à chaque fois, ils vont pousser. Ils vont pousser les news, comme on l'a vu avec Elon Musk, ils vont pousser les grands chiffres, ils vont pousser les grands achèvements. Et là, les 50 000 pour Bitcoin, ça va être quelque chose. Donc forcément, si on arrive aux 50 000, ça va pousser. Si ça pousse, les médias
parlent. Si les médias en parlent, les nouveaux commencent à rentrer. On le verra à la fin, tu vois. Je vais répondre à certaines questions de la dernière vidéo. Et on a encore plein de gens qui hésitent. Là, on a entre nous investisseurs. Les cryptos, bon, ça nous paraît OK, une classe d'actifs comme une autre. Mais il y a encore plein de gens qui hésitent, qui sont un petit peu à l'ancienne, qui se disent j'y vais pas, etc. Et ces gens-là vont être rattrapés à chaque fois par le bruit. Et c'est justement cet état de débilité où nous, on va sortir. C'est-à-dire quand ces gens-là, les derniers qui ne sont pas encore convaincus, vont se prendre tellement dans la tronche, le Bitcoin, 50 000, 60 000, 80 000, Tesla, Microsoft, j'en sais rien demain, Apple, Amazon, tout ce que tu as envie. À force de se prendre ça dans la tête, les gens, un peu avec leur comportement de mouton, un peu tête à Rachel, je parle des gens qui ne sont pas investisseurs, des gens qui n'ont pas trop l'intelligence financière, ils vont dire « Putain, il faut quand même que j'y aille. Allez, il faut quand même que j'y aille un petit peu. Allez, je vais commencer à mettre de l'argent. » Et là, le marché va arriver à son état de débilité dont on parlait. Donc, bien sûr, il ne va pas y aller en ligne droite comme d'habitude. Il va faire des respirations comme il a fait ici pour repartir plus haut. Et tu vois, par exemple, ce niveau de 50 000, moi, là, on a un range là, qui est un retracement. C'est pareil, une théorie en analyse graphique AB égale CD, c'est-à-dire que le dernier retracement ici, on peut faire 100% d'augmentation là. Donc globalement, cette distance-là est égale à cette distance-là que j'ai tracée en bleu. Donc on peut imaginer que le prix va se garer quelque part dans ces niveaux-là, donc entre 55 et 42, où il va venir comme d'habitude faire sa respiration avant de repartir, boum. Et en effet, le niveau des 50 000, enfin avant de repartir ou avant de chuter, encore une fois, il n'y a pas de Madame Irma, peut-être que le bull market va s'arrêter là. Même si actuellement, on va continuer à regarder les indicateurs, il nous semble quand même que les indicateurs ne sont pas encore en surchauffe. Ce niveau-là, le niveau des 50 000 peut jouer quand même comme un catalyseur. Donc tu vois, encore une fois, il y a plein de choses qui se passent, c'est super intéressant ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est vraiment le tour que je voulais faire déjà de la news, de comprendre pourquoi, de comprendre comment. Je veux te montrer encore autre chose. Ouais, il y a quelque chose, tiens, on va retourner en weekly. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant que je surveille personnellement, encore une fois, chacun ses indicateurs. Il ne faut pas faire que de l'analyse graphique, il faut aussi faire du fondamental. C'est pour ça que je te mélange un peu les deux dans ces vidéos-là. Il y a le RSI, qui est un indicateur de force des mouvements, de force relative des mouvements. En gros, ce qu'on dit, c'est que quand le RSI est supérieur à 70, on est en état de surachat, et quand il est inférieur à 30, on est en état de survente. Globalement, c'est un indicateur de débilité du marché, ou en tout cas d'attrait du sous-jacent. C'est-à-dire qu'au-dessus de 70, beaucoup de gens rentrent, beaucoup de gens sont intéressés. Ce n'est pas parce qu'on est à plus de 70 qu'on va forcément redescendre. On peut rester en surachat, et on peut rester dans une situation où de plus en plus de gens sont intéressés, et il y a plus de demandes que d'offres. On peut y rester longtemps. C'est pas parce qu'on est en surachat, ça va descendre, ou on est en survente, ça va remonter. Attention à ne pas penser comme ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que je regarde le passé. Je vois que dans le passé, pendant le dernier bull run, on va dire donc toute la préparation en 2017 plus l'explosion fin 2017, début 2018, on est venu faire des grands pics comme ça, en surachat, à chaque fois. Et quand on est sorti du surachat, on est globalement resté, tu vois, au-dessus de 60. Ça me plaît bien. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est passé au-dessus de 60, on est allé faire un premier grand pic en surachat, où on est même plus haut que ce qu'on était à l'époque, on est monté à 94, et puis là, il semble qu'on va aller dessiner un petit peu les mêmes choses. Donc ça aussi à surveiller. Tant qu'on reste dans ces zones-là, indice encore une fois que le Bitcoin est très demandé et que les gens en parlent et qu'on a plutôt plus de demandes que d'offres. Donc ça, c'était aussi un point dont je voulais te parler. Point suivant. Tiens, retournons voir, si tu le veux bien, les indicateurs qu'on avait regardés, c'est-à-dire qu'on avait parlé, tu te rappelles, du premium sur GBTC. Donc GBTC, rappelle pour ceux qui n'étaient pas sur la dernière vidéo, le plus gros fonds institutionnel, les institutionnels achètent là. Il est très possible d'ailleurs que Tesla soit passé par eux pour acheter leur Bitcoin. Donc eux, ils mettent un premium sur leur vente, c'est-à-dire qu'ils vendent plus cher que ce qu'ils achètent, bien sûr, pour gagner leur vie. Actuellement, le premium est qu'à 6,20, ce qui est toujours faible par rapport à, tu vois, la petite chauffe de décembre, on est monté à 40, et ce qui est toujours faible par rapport à l'histoire, pareil, du dernier bull run, où on était sur des niveaux supérieurs, on va dire, stabilisés, supérieurs à 50%, 60%, et puis avec des pics au-dessus de 100%. On n'est qu'à 14%, on est, tu vois, plutôt sur une correction, donc ça m'apporte à dire que le marché n'est pas en surchauffe. Les frais de transaction, on l'a vu, augmentent, mais pareil, on n'a pas de grand pic débile, donc j'ai envie de te dire que
voilà, ça me porte à croire aussi que le marché n'est pas spécialement en surchauffe. Les temps de confirmation moyens qui, pareil, sont importants, mais par rapport à l'historique, oui, on fait des pics, oui, la trend est plutôt haussière, mais on n'est pas encore en extrême surchauffe et extrême débilité comme on a pu le trouver. On va surveiller ces niveaux-là aux alentours de plus de 200. Là, actuellement, on fait des pics au-dessus de 200, mais on n'y est pas de façon stabilisée. Sur Google Trend, tu te rappelles, la dernière fois, on avait regardé sur 5 ans. Sur 5 ans, on se rend compte qu'on n'est pas encore... voilà, il n'y a pas encore énormément de recherches sur Bitcoin par rapport à l'époque. Par contre, Ethereum, on est déjà sur des plus hauts historiques. Par contre, là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de zoomer pour être un petit peu plus précis sur ce qui se passe actuellement sur le marché. Et quand on se promène à 90 jours, on voit que bon, l'intérêt augmente, mais ce n'est pas encore ça. Donc, à voir là, il va y avoir une mise à jour. Là, on n'a pas encore l'effet Tesla. On va voir l'effet Tesla, ce qu'il va nous donner là. Je pense qu'on risque de voir un pic. Est-ce qu'il va être aussi haut que le dernier pic qu'on a eu le 11 janvier, donc là le plus haut, hein, la référence des 90 jours à 100, je pense même qu'on va l'éclater, qu'on va aller au-dessus, donc ok qu'on dépasse ce pic là, d'accord, par contre ce qui m'intéresse c'est aussi le pic des 5 dernières années, et est-ce qu'on arrive dans cet état débile pour l'instant, voilà, au niveau de débilité de marché, au niveau des gens qui en parlent, au niveau du coiffeur, du boulanger du coin, des célébrités qui ne s'intéressent pas à l'investissement, qui commenceraient à en parler, etc., je ne vois pas encore de folie. Voilà, je ne vois pas encore de folie, je ne vois pas encore de trucs complètement dingues. Ce que je te propose maintenant, c'est que je réponde à quelques questions, parce que sur la dernière vidéo, et encore une fois, je vous remercie les copains, puisque, tiens, je me l'étais mis là, quand même, c'est pas dégueu, hein. 1600 likes, merci. Encore une fois, n'hésite pas à apporter ton pouce à l'édifice. Hein. Mais sous cette dernière vidéo, j'ai eu plein de questions. J'ai eu plein de remerciements déjà, donc ça fait toujours plaisir, hein, encore une fois. Croyez pas que on se fout de... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais c'est important pour moi, les réactions de la communauté. C'est important pour moi de faire du contenu qui te plaît et qui t'aide surtout et qui te tient vers le haut. Donc, c'est toujours super cool d'avoir des bons retours. J'ai sélectionné quelques questions là-dedans que je me suis mis ici en copie d'écran pour les trouver facilement. Donc, on va, si tu le veux bien, aller faire un tour ici et puis je te fais une sélection de réponses là-dessus. Donc Anthony nous dit salut, vidéo très intéressante, merci, j'ai appris de nouveaux indicateurs pour suivre l'évolution, etc. Donc ça c'est cool. D'ailleurs tu as oublié l'effet Nabila pour savoir si on n'est pas trop haut. Et en effet c'est ce que je disais juste avant, l'effet Nabila, Anthony, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on a de plus en plus de personnalités qui n'ont rien à voir avec le schmilblick qui commencent à parler du Bitcoin? Ça arrive tout doucement, mais c'est encore des gens, tu vois, comme Elon Musk, etc., qui sont quand même globalement finance, marché financier ou en tout cas entrepreneur. Ça arrive quand même. Hein. Je n'ai pas envie de te dire que cet indicateur Nabila, il n'arrive pas. Il arrive, mais il n'est pas pour moi encore en surchauffe. Après, attention, hein, qu'on soit bien d'accord. La team, tu connais l'histoire, tu as l'habitude, on a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Et si tu penses qu'on est en surchauffe, mais vends, on commence à sortir, commence à appliquer ta stratégie de sortie. Encore une fois, n'attends pas, surtout, je t'en supplie, que je te dise, moi, ça y est, je commence à vendre. Parce que probablement, j'ai plus de chances de vendre trop tôt ou trop tard que pile au bon moment. Tu le sais, tu l'as suivi, tu l'as vu dans la dernière vidéo. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est t'apprendre à pêcher, tu vois. C'est que tu sois capable de toi-même pêcher ton poisson et pas que tu attendes que je te livre le poisson, encore une fois. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Green Bull et c'est ce qu'on fait dans nos formations, etc. Je t'apprends à pêcher. Attends pas à ce que je te dise Yann, il sait tout, c'est le super conseiller. Je ne suis pas conseiller, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, je suis juste un investisseur, un entrepreneur et je te partage mes idées sur une chaîne YouTube. Okay, pour moi, encore une fois, je n'ai pas encore activé le plan de sortie. Voilà. Donc, ce qu'il nous dit aussi Anthony et pourquoi j'ai sélectionné ce commentaire, c'est surtout la suite. C'est-à-dire qu'il nous dit voilà, j'ai placé en 2019 et j'ai renforcé en 2020 sur Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP, XLM, LTC, ADA, bonne année 2021, etc. Merci, c'est sympa. Alors, moi, ce que j'aime dans ce commentaire-là, c'est qu'on a deux choses. On a un, du DCA, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il a acheté en 2019 et qu'il renforce en 2020 au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il fait du dollar cost averaging, c'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines, tous les 2 mois, je ne sais pas tous les combien, il rentre avec une somme
qui peut être fixe ou qui peut être évolutive sur le marché. Ça permet de lisser la volatilité et de lisser les performances. Puis vu que le marché il est comme ça permet de lisser les choses. Donc ça c'est intéressant, première chose à faire. Et deuxième chose à faire, hein, je rappelle toujours les fondamentaux parce que c'est quand même, je sais que tout le monde les connaît, mais personne ne les applique, tu vois, les fondamentaux. Ou alors, tu les appliques un moment, en 90% du temps, tu les appliques, mais de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, tu craques ton slip, tu fais n'importe quoi, et c'est là que, comme par hasard, le marché décide de se retourner. Deuxième chose, il a fait une allocation. Alors, je ne sais pas le pourcentage sur son patrimoine, par contre, je sais le pourcentage sur son portefeuille. Et ça, c'est déjà cool puisque je vois qu'il a X, Y, Z, XRP, blablabla, Bitcoin, etc. Il a différentes cryptos et puis suivant comment il y croit, il a du 20, il a du 5%, il a du 10, etc. C'est exactement ce qu'il faut faire. Encore une fois, Y égale à X, tu risqueras beaucoup moins à faire une allocation de cette façon-là qu'à faire un gros all-in à 100% bien sale. Si tu as raison, c'est cool, mais en plus, tu vas te cramer les ailes parce que tu ne sauras pas comment sortir, etc. Tu n'es pas en train de t'aider, tu n'es pas en train de fonctionner comme un investisseur rentable. Donc, tu peux, sur un malentendu, faire plus d'argent, mais il y a beaucoup plus de chances que tu en fasses moins. Avec cette allocation-là, tu vas pouvoir, encore une fois, appliquer ta stratégie de sortie, mais tu es dans un bon mood d'investisseur. Quoi qu'il arrive, je vois les gens qui font ça, ou les gens qui veulent que travailler leur X, aller faire des 100, des 1000, des 3000% à chaque fois. Alors le marché crypto, on a de la chance, il nous donne du multiplicateur, mais tu ne peux pas le mettre partout ce multiplicateur. Tu vois, tu peux pas dire je vais faire de l'IMO comme je fais des cryptos, du marché financier, des obligations, tout ce que tu as envie, du private equity. Les cryptos, c'est très spécifique. Comme tous les marchés, d'ailleurs, toutes les classes d'actifs, tous les investissements sont très spécifiques. Par contre, il y a des grandes réalité, tu vois, je veux dire, faire une allocation, faire un portefeuille, faire du DCA, lisser la volatilité, sortir par palier, comprendre qu'on ne peut pas timer les choses, etc., etc. Ça fonctionne, c'est des habitudes à prendre pour absolument tous tes investissements, vraiment. Et c'est même pire, parce que de temps en temps, sur un malentendu, ça marche. Un gros all-in, parfois il passe, et je fais un x10, et je me dis que du coup, putain, ça a marché une fois, putain, j'ai fait de l'argent. Ça, je commence à prendre l'habitude, je commence à être greedy. Et à tous les coups, je vais vouloir le reproduire, forcément ça marche une fois. Et je vais me planter, le marché va me reprendre ce qu'il m'a donné. Donc vraiment, je sais c'est chiant, je sais c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Il faut réagir comme ça. Donc en tout cas, bravo à toi. Et rappelez-vous d'Y égale X, pour ceux qui n'ont pas revu l'atelier épargne, vous allez me le regarder au bout d'un moment. Je ne peux pas être derrière vous toutes les 2 secondes. Allez, on passe au commentaire suivant. Karim. Salut Yann, super, merci, quelqu'un qui désacralise les cryptos. Alors moi qui en avais peur, je les comprends un peu mieux, je vais pouvoir m'y intéresser et y allouer une mini part de mon portefeuille. Pourquoi je t'ai sélectionné le commentaire de Karim? Pour une seule raison. Tu vois, on a encore des gens. Pourtant Karim, s'il est sur cette chaîne, c'est globalement, soit c'est un investisseur, soit il a l'esprit investisseur, si d'ailleurs il parle d'une partie de son portefeuille, donc c'est un investisseur. Tu vois que même dans les investisseurs, qui sont quand même les gens les plus éduqués financièrement, par rapport à Tata Jacqueline, même dans les investisseurs, il y a des gens qui commencent à peine à rentrer, à faire leur allocation, à vouloir mettre une partie de leur portefeuille, très bien d'ailleurs, une partie de ton portefeuille, etc. On l'a vu dans la dernière vidéo. Donc ça me porte aussi ça à croire. Je ne vois pas encore, et je te les montrerai quand on y arrivera, les copies d'écran, etc. Tout ce que je peux aller espionner sur Internet, je te les mettrai aussi. Mais je ne vois pas encore d'euphorie, bien sûr j'en vois, mais j'en vois pas partout, tout le temps. Donc, encore un indice. Clément, il nous dit super vidéo, ça rappelle un peu le format QG. Merci, ouais, c'était un peu d'ailleurs l'idée, Clément, de faire un format dans ce genre-là qui est toujours sympa. Que penses-tu d'une vision long terme sur le Bitcoin avec une sortie dans 10-15 ans? Celui qui a investi au plus haut en 2017 fait quand même plus 95% aujourd'hui. Alors ça, c'est une très bonne réflexion, Clément, et d'ailleurs on en avait parlé dans la dernière vidéo. C'est tout à fait vrai de dire que quelqu'un qui a investi à l'époque, il fait plus 95% et que du coup finalement, pourquoi on se fait chier à essayer de timer un petit peu les choses, même si on ne fait pas vraiment du market timing, on essaie de maximiser nos profits avec une stratégie de sortie, une stratégie d'entrée en DCA, mais quoi qu'il en soit, bon ok. Pourquoi on se fait chier à faire ça finalement? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas tout longtemps et puis on revient dans 10 ans? Alors, il faut savoir que tout est possible. Et à aucun moment, je vais te dire il faut faire comme ça. Globalement, tu vas avoir 3 grandes stratégies, mais pas que sur les marchés financiers, également, enfin pas que en crypto, pardon, mais également sur tout type d'investissement. Pas que marché financier d'ailleurs, mais tout type d'investissement. On a 3 grands types de stratégies, ok? Le court terme, le moyen terme, le long terme. C'est aussi simple que ça. Et un investissement X, ça peut être les cryptos,
ça peut être les actions, ça peut être l'IMO, ça peut être du private equity, ça peut être de l'art, ça peut être blablabla, n'importe quoi, des voitures de collection, tout ce que tu as envie. Tous ces investissements-là peuvent s'inscrire dans ces 3 unités de temps. Là, globalement, on a 3 stratégies. Soit on a la stratégie de court terme. La stratégie de court terme, c'est quoi? C'est globalement une stratégie de trading. Okay, c'est-à-dire qu'on va acheter, vendre à court terme. Quand je te dis court terme, je te parle de 1 minute pour certains qui vont faire du scalping. Alors, parenthèse, super casse-gueule, évitez vraiment. Hein. Là, il y a 0,001% de gagnants. Le marché, t'inquiète que entre les frais et ce qui te reprend et ton cerveau et l'aspect psychologique, etc., oublie. Mais bref, le court terme part de 1 minute, quelques secondes, jusqu'à, on va dire, une journée, allez, 3 jours, bon allez, jusqu'à une semaine, on va dire. Ça, c'est du court terme. C'est vraiment du trading, ok? Et ça fonctionne avec les actions, ça fonctionne avec les cryptos, ça fonctionne avec tout finalement, même avec de l'art. Hein. Si je suis un broker en art et puis que j'achète à X ou je fais de l'import-export de n'importe quoi, hein. J'achète à X et puis je revends à Y, j'achète du blé que je transforme et que je revends ou même que je ne transforme pas forcément. Ça fonctionnerait même avec l'immobilier, bien sûr, même si les durées sont plus longues, mais un marchand de biens finalement, il fait du court terme en immobilier, il achète, il cherche à revendre le plus vite possible. Okay, donc ça, c'est la première stratégie. Sur les cryptos, personnellement, ce n'est pas celle que je vais appliquer parce que c'est la plus dangereuse et parce que surtout, c'est la plus dynamique et c'est la plus volatile. Alors déjà que le trading, c'est volatile. Si en plus, j'ajoute par-dessus un actif qui est volatile, alors oui, c'est bien hein, pour faire des plus-values possibles, mais disons que tu commences à plus dormir la nuit. Donc on va dire que je vais faire, moi, de façon générale, du trading, j'en fais. Sur les actions notamment, et avec Aria surtout pour ne pas me casser la gueule. Ça, c'est l'instant pub, tu iras cliquer, tu iras voir ce que c'est Aria, ariatrading.com, etc. Bon, la majorité des gens connaissent. Toujours est-il que sur les cryptos, je vais avoir une toute petite partie de mon trading, où oui, de temps en temps, j'avoue, il y a un gros mouvement, je vais rentrer, je vais ressortir. Mais ça, c'est que dalle de mon portefeuille crypto. Ça va être une partie de mon trading, mais pareil, très marginal, mais ça va être rien sur mon portefeuille crypto. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas avoir de patrimoine et d'investissement et de différents portefeuilles, et plus tu vas pouvoir t'amuser à dire bah tiens, là sur mon trading, je fais un peu crypto, sur mon crypto, je fais que du long terme, sur mes actions, je fais du long terme et j'ai une partie position, etc. Je vais en parler juste après. Mais quand tu es au début, il faut quand même trancher, tu vois. Et là, si je dois te dire, tu es au début, tu vois, tu n'as pas trop de patrimoine, tu as réussi par exemple à extraire une poche de, je sais pas moi, 5 000, 10 000, 20 000 euros pour investir dans les cryptos, commence pas à me découper plus de stratégies, tu vois. Et pour moi, la stratégie court terme, là, dans l'exemple dont je viens de parler, pas trop de patrimoine, etc., c'est pas la meilleure pour les cryptos. La meilleure pour les cryptos, on y vient juste après. Mais elle est tout à fait possible. Ensuite, on a la stratégie, tiens, je vais aller à l'extrême, la stratégie long terme. La stratégie long terme, c'est souvent celle dont on parle dans RLT, pour ceux qui ont fait la formation. Pareil, tu as les liens un petit peu partout. C'est une stratégie long terme, c'est-à-dire je suis là sur long terme, on parle de plus d'1 an, mais 1 an, c'est vraiment peu dans du long terme. On parle plutôt à 10 ans ou à 20 ans. Okay, alors, en effet, ça va dépendre des classes d'actifs. Sur les actions, les marchés financiers, on va souvent parler à 10 ans, 20 ans. En effet, sur les cryptos, étant donné l'excitation du truc, tu connais, hein, les bull runs, etc., et le fait que ça soit très énervé, encore un tout petit marché, en effet, une stratégie de long terme sur les cryptos, ça va plutôt être 1 an, 2 ans. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il est beaucoup plus simple, beaucoup moins risqué. C'est exactement ce qu'on voit dans RLT, c'est exactement ce qu'on voit dans les portefeuilles en bon père de famille, c'est exactement ce qu'on a vu, si tu l'as vu dans ma vidéo où tu peux faire le plus beau cadeau à ton enfant et investir, créer un compte titre pour lui et laisser ça pendant 18 ans. C'est le plus simple en fait, c'est ce que font les gens parfois sur leur assurance vie ou sur leur PEA. C'est en gros, j'achète des actions et puis je renforce, ou des actions ou des cryptos ou ce que tu veux, peu importe l'actif, et je renforce au fil du temps et je garde ça le plus longtemps possible. Ça, c'est plus simple, ça fait moins peur. Ça vient lisser la volatilité et ça permet de faire du DCA, ça permet de timer le marché finalement sans faire exprès. Et entre ces deux stratégies-là, j'ai les stratégies de moyen terme. Globalement, les stratégies de moyen terme, c'est les stratégies qu'on va vulgariser sous le nom de position trading. Donc en gros, c'est du trading, mais à moyen terme. C'est-à-dire que mon but là, c'est d'acheter, mais de sortir. Typiquement, là, ce que tu aurais pu faire sur du position trading, c'est acheter Tesla l'an dernier, en début d'année, en disant tiens, Tesla, j'y crois, ça va monter. Et puis Tesla, elle a fait 100, puis 200, puis 300, puis elle a fini à 700% à la fin de l'année.
Eh ben, le position trading consiste à dire, ok, si je l'avais acheté à long terme, je ne l'aurais pas touché, je ne l'aurais pas vendu. Mais vu que je suis sur du moyen terme, là, sur cette action-là, eh bien, je vais prendre mes gains ou une partie de mes gains. Donc il y a très peu de chances que j'ai le haut du marché, hein, tu as l'habitude, hein, donc le 700% je peux l'oublier. Mais bon, quand ça commence à faire 50, 60, 100%, 200%, j'aurais vendu tout simplement ma ligne Tesla, j'aurais récupéré du cash. Et puis ce cash, c'est comme d'habitude, hein, quand tu récupères du cash, mais on va en parler après parce qu'il y a une question dessus, la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Mais ça on va en parler après. Quoi qu'il en soit, tu as compris les 3 grandes stratégies. Ok, parce que rappelons-nous de la question du début, hein, c'est de dire Yann, ok, est-ce que je ne ferai pas du très long terme ou est-ce que finalement je fais du moyen terme, est-ce que je fais du court terme avec mes cryptos parce qu'à long terme ça monte, etc. Mon discours sur les cryptos, c'est de dire que le marché il est très spécial, tu l'as vu, il est très jeune, même s'il n'est pas si jeune, mais il fonctionne comme un marché qui est très jeune, les instituts arrivent à peine, c'est très, on l'a vu, c'est très gouverné par les particuliers, ça bouge beaucoup, c'est très risqué, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, des gens qui en perdent, etc. Moi, sur ce type de marché-là, il offre tellement de multiples. On le voit actuellement, on l'a vu hier, tu as vu la bougie, elle fait 20%. Il offre tellement de multiples, il offre tellement d'upside potentiel que je pense qu'en l'état actuel, mais ça se trouve dans 2 ans, dans 3 ans, je dirais autre chose. Je dirais oui, là, il faut faire du long terme, il faut le garder et puis garder le Bitcoin dans 20 ans. Mais là, en l'état actuel, on est en plein bull run, ça monte, etc. On sait que ça va faire une parabole, ça va se casser la gueule. Je pense que le mieux, c'est de prendre une partie, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, des profits. On ne timera pas le marché, on n'aura pas le plus haut. Ça se trouve, on sortira un petit peu même trop tard. Mais quoi qu'il en soit, on sait, et là, franchement, tu sais que je ne fais pas de prédiction, mais là, je te garantis que je peux quand même en mettre une sur les 2 à couper, que on va faire la parabole. Et on va faire le moins 80. On va le faire. On le sait, on l'a déjà fait 4 fois. Je pense qu'on va le faire encore une fois. Donc, j'ai pas envie de me prendre moins 80 perso. Ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai un portefeuille qui est en plus-value. J'ai envie de sortir comme un investisseur intelligent avec des take profits, de sortir peut-être trop tôt, peut-être trop tard, mais en tout cas de sortir un multiple qui soit cool, qu'on a la chance de pouvoir faire sur les cryptos et pas sur plein d'autres classes d'actifs. J'ai pas envie de me manger le moins 80 et d'avoir mon cash bloqué. Il y a aussi une notion d'opportunity cost. C'est-à-dire j'ai mon cash qui est bloqué dans les cryptos. C'est ok de manger le moins 80 si je suis prêt à attendre 5 ans, 10 ans, encore une fois, en vision long terme. Par contre, j'ai un opportunity cost. L'opportunity cost, c'est quoi? C'est le coût d'opportunité en français. C'est-à-dire c'est d'avoir, là en l'occurrence du cash, qui est bloqué dans un actif, parce que c'est pas un moins 80. Si je tiens un moins 80, c'est pas pour vendre en bas, hein, c'est pour garder longtemps. Donc j'ai du cash qui est bloqué dans un actif. Et cet actif-là, il a un coût d'opportunité, c'est-à-dire que le fait d'avoir ce cash immobilisé, il n'est pas ailleurs. Et s'il n'est pas ailleurs, je rate peut-être des opportunités. C'est ça le coût d'opportunité, c'est de se dire combien coûte le fait de peut-être rater autre chose. Si je suis à l'aise avec le fait d'avoir mon cash bloqué, parce que j'ai une vision très long terme et je pense que le Bitcoin va jusqu'à 1 million et je n'ai pas envie de me faire chier là, Yann, tes millions, tu me prends la tête avec tes stratégies de sortie, fine, ok. Moi perso, tu vois, je suis même pas je suis entre long terme et moyen terme. Tu vois, c'est même plus du position trading là qu'on est en train de faire. On est plus d'ailleurs dans la case moyen terme, à essayer de timer notre sortie à peu près bien, et puis prendre la dégueulante le moins 80 et on re-rentre après, et puis on refait notre allocation. Donc en effet, je retire ce que j'ai dit, on n'est même pas en long terme là sur nos stratégies, on est plutôt en moyen terme, en effet, on est plutôt en position trading. Mais je pense que dans l'état actuel, mais encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se tromper, et tu peux le voir très différemment. Je sais qu'il y a plein de gens qui tradent à fond sur le marché des cryptos et qui font de l'argent, tant mieux. Mais je pense que le rapport, tu sais la balance, moi j'adore cette balance-là, celle-ci là. Tu sais, normalement une balance, il y a avec 2 plateaux, et souvent on dit le rapport temps-argent. Parfois on dit aussi le rapport risque-rendement, hein, je t'en parle souvent. Moi souvent je mets un 3e plateau, les gens qui me suivent notamment dans l'IMO le savent, c'est le E, les emmerdements. C'est-à-dire que rapport temps-argent, ok, je regarde rapport temps-argent-emmerdement. Rapport risque-rendement, pareil, je regarde rapport risque-rendement-emmerdement. Et pour moi, sur les cryptos, là, tout de suite dans le marché, court terme, beaucoup d'emmerdement, beaucoup de peur. Long terme, beaucoup d'emmerdement parce que moins 80 et opportunity cost. Moyen terme, position trading, bon rapport, risque, rendement, emmerdement. Mais encore une fois, c'est ma vision, hein, tu connais l'histoire. Allez, on passe à la question suivante. Je vais essayer de faire cette vidéo un petit peu moins longue que la précédente. Peut-on comparer ce bull run au précédent compte tenu du contexte Covid? Pour moi, la situation est totalement inédite, donc croissance inédite à venir.
Ça tombe bien, on est coincé à la maison pour trader. Alors, est-ce que je pense que c'est inédit, l'effet Covid, etc. Je ne suis pas sûr en fait. C'est-à-dire que oui, il y a le Covid, oui, le contexte de marché, oui, tout ce que tu as envie, mais est-ce que ce qu'on vit, c'est en lien avec le Covid sur les cryptos plus qu'ailleurs? Je ne suis pas certain. Est-ce que le marché décide d'investir à cause ou par rapport au Covid? Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a de plus en plus d'épargne disponible. Les gens ont mis de côté parce qu'une crise, ça fait peur, donc ils ont beaucoup d'épargne. Donc forcément, là, on arrive peut-être en sortie de crise, ou en tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel, on voit les marchés financiers qui montent, etc. Donc cette épargne est de plus en plus redéployée. Là, je n'ai pas les chiffres, mais je les ai regardés à titre perso, je te les mettrai sur une autre vidéo. Il y a encore beaucoup d'épargne qui dort, mais elle commence à être tout doucement redéployée sur des investissements. Donc oui, le Covid joue. Mais est-ce qu'il joue plus ou pas, où il n'y aurait pas eu de bull run, etc. Je ne pense pas. Je pense que le Covid joue globalement sur les façons d'investir des gens, sur le déploiement de cette trésorerie. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le bull run sans le Covid? Je ne crois pas. Tiens, je suis en train de te préparer autre chose que je voulais te montrer. Tiens, voilà, c'est ça. Paf. Là, on a un truc qui est marrant. C'est-à-dire que donc ça, c'est la régression linéaire des prix du Bitcoin. Donc on a une échelle logarithmique, la régression logarithmique, pardon, j'ai dit linéaire, la régression logarithmique. Donc on a une échelle logarithmique qui montre le Bitcoin avec tous les bull runs depuis le début, 1, 2, 3 à 4, on arrive dans le 5e bull run. Et en effet, quand on met ce graphique en logarithmique, on dessine cette espèce de figure de régression, là, cette espèce d'arc-en-ciel, avec finalement une médiane qui va être cette ligne verte. Et puis on peut s'amuser à tracer de chaque côté des écarts types, plus ou moins hauts, avec plus ou moins un écart finalement par rapport à cette médiane. Et ça nous dit quoi? Alors tu vois, là, ma photo est de 2020. Aujourd'hui, on est plutôt là. Et puis au niveau des prix, on est quelque part par là. Donc tu vois que ce que ça nous dit, c'est que oui, il y a des cycles de marché. On les attendait. On l'attendait, le cycle de marché, encore une fois, hein, pour reparler par rapport au Covid. Est-ce que ça l'a accéléré? Est-ce que ça l'a déclenché? Peut-être. Mais le cycle de marché, on l'attendait. On était trop bas, encore une fois, par rapport à l'expérience qu'on avait. Par rapport au prix historique, on était dans un enfoncement de marché. Hein. C'est rare qu'on vienne toucher bas dans cette régression-là. Donc forcément, quand on est trop bas, hein, on a vu dans la précédente vidéo, les gros accumulent, etc. Et puis là, on commence à trouver quelque chose de plus correct, hein, puisqu'on est à peu près à ce niveau-là. Alors la question, encore une fois, tu vois, quand on regarde cette régression, on se dit, ouais, jusqu'où on peut aller, quoi. La ligne bleue, on l'a déjà pété, on est déjà allé sur celle-là, on est déjà allé sur celle-là. Là, on parle de prix aux alentours de 100 000 $, ce qui, encore une fois, 100 000 et plus, ce qui, encore une fois, irait dans le sens de ce qu'on a vu chez Grayscale, etc. Donc, voilà. C'est toujours la même question. Mais en tout cas, voilà, pour ma parenthèse, le cycle de marché il était très attendu. Il y a eu des effets forcément avec le Covid, mais pourquoi les quantifier, comment? Finalement, on s'en fout. Profitons du truc, et comme on l'a fait sur les marchés financiers, je ferai une vidéo d'ailleurs sur les effets sur mon portefeuille de l'année précédente et un petit peu le débrief du truc. On a eu la chance, entre guillemets, de vivre une crise. Et pourquoi c'est une chance? Tu le verras sur la vidéo en question, parce que on vient casser les valorisations, la bourse se pète la gueule et elle devient... Pareil, c'est la débilité dans l'autre sens. Hein. On a la débilité sur les cryptos, mais d'ailleurs on a la débilité même à la hausse, sur tous les marchés, pas que les cryptos. Débilité à la hausse. Ah, le marché est trop haut, c'est là qu'il va falloir savoir sortir. Il se casse la gueule, boum, retracement. Mais ça arrive de la même façon, débilité à la baisse. Pendant toutes les crises, on le voit, les marchés dégueulent, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40%. Le marché est pricé trop bas. Les prix sont trop descendus, débilité à la baisse. Tout le monde a paniqué, c'est le FOMO à l'envers, c'est la panique. Et là, on a des opportunités. Et c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Donc encore une fois, les crises, suivant comment on les voit, peuvent être bénéfiques, en tout cas pour le portefeuille de l'investisseur. Franck,
Excellente vidéo, très bien expliquée, merci à toi Franck. Après, il faut aussi savoir que l'analyse graphique a des limites. Je pense que comprendre le fonctionnement des flux dans le marché crypto est important. Je suis absolument d'accord avec toi Franck, tu as tout dit. Il faut en effet prendre en compte les flux dans le marché. Il faut aussi faire du fondamental, et c'est d'ailleurs plutôt ce qu'on a fait sur cette vidéo, parce qu'on regarde les gros acteurs. Sur la vidéo précédente, c'est aussi plutôt ce qu'on a fait. On a regardé l'entrée des gros acteurs. L'analyse graphique, c'est vraiment ce qu'on a fait avec les Fibonacci tout à l'heure, AB égale CD, c'est de tracer sur le graphique des grandes tendances, des supports, des résistances. Donc l'un et l'autre, l'analyse graphique ou l'analyse fondamentale, a des vertus. L'analyse fondamentale a des vertus parce qu'elle nous dit le marché doit être là parce que cette boîte vaut tant, parce que des données fondamentales, c'est-à-dire tu vois, son endettement, la richesse qu'elle crée, son chiffre d'affaires, son nombre de clients, le marché en ce moment, le pétrole il est trop cher ou il est pas assez cher parce que on en dépend, enfin on en crame tant tous les jours, etc. Ça c'est de l'analyse fondamentale, ok. Dire la géopolitique en ce moment fait que dans ce pays-là, attention, ça risque de se casser la gueule, c'est du fondamental, il faut le faire. Mais l'analyse graphique, il faut le faire aussi. Il faut faire les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi? Parce que l'analyse graphique exprime sur un graphique la psychologie des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on voit tous la même chose. En tout cas, la majorité du marché, ou en tout cas les big boys, les gens qui ont beaucoup d'argent, et même le consensus, puisque le marché c'est quoi, hein? C'est la somme de ses membres. Hein. Plus il y a de gens qui sont sur un marché, et plus, tu vois, là on a des bonhommes, hein. Et puis il y en a qui sont gros, c'est les bigs, et puis il y en a qui sont tout petits, c'est les petits investisseurs. Et puis il y en a des centaines de milliers. Le marché, c'est juste la somme de ces gens-là. Okay, ces gens-là, ils prennent des décisions. Ils ne savent pas quoi faire. Il y en a un qui dit « moi j'achète », il y en a un qui dit « moi je vends ». Loi de l'offre et la demande. Et parfois, ce marché, il y a un consensus. En ce moment, il y a un consensus. Les gens ils disent « les cryptos, elles ne sont pas assez évaluées, elles sont sous-évaluées, donc elles doivent monter ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Est-ce que les cryptos sont sous-évalués? Est-ce qu'ils sont surévalués? Vaste débat. Toujours est-il que la somme là, des acteurs qui constituent le marché, ils sont d'accord pour dire qu'on est sous-évalué. Pourquoi? Parce qu'il faut monter le marché. Alors oui, il y a bien sûr de la manipulation. Oui, il y a des gens qui détiennent beaucoup et qui gardent le supply pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le marché. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de supply disponible, forcément, quand tout le monde se l'arrache, ça va monter, etc. Mais toujours est-il que le marché, il a toujours raison. S'il décide que c'est sous-évalué, c'est sous-évalué. S'il décide que c'est surévalué, c'est surévalué. Tu vois? Mais que le marché soit pas en accord avec les fondamentaux, c'est tout le temps, en fait. Par exemple, là, si le marché nous dit, encore une fois, c'est des exemples, hein, les cryptos sont sous-évaluées, donc elles doivent monter. C'est ce qu'on voit en ce moment. Peut-être que le fondamental nous dit, est-ce qu'un bitcoin doit vraiment valoir 40 000 balles? Donc là, on va avoir tout un tas d'arguments disant soit oui, en effet, parce qu'on peut faire des échanges, parce que réserve de valeur, blablabla, ou non. Ok? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est oui ou c'est non. Je suis en train de donner un exemple. Il se pourrait que le fondamental dise non, le bitcoin il est trop cher. Donc là on aurait, encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai, mais on aurait, cet exemple tu peux le prendre sur n'importe quoi, hein, sur une action, sur une oblique, sur la monnaie d'un pays, on s'en fout. Mais il peut arriver que le marché ne soit pas d'accord avec le fondamental. Et c'est même super souvent. Donc le marché va dire c'est sous-évalué, le fondamental va dire c'est beaucoup trop cher. Mais qui a raison à la fin? Qui tire les prix vers le haut? La loi de l'offre et de la demande, le marché. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que souvent le marché anticipe. C'est-à-dire que si le marché pense que demain, le fondamental des cryptos, c'est d'être beaucoup plus utilisé, c'est d'avoir un bitcoin à 100 000, c'est d'accepter que Tesla accepte pour acheter des voitures le bitcoin, c'est qu'on utilise Ethereum pour acheter des biens immobiliers, c'est que blablabla, qu'il y ait plein de points fondamentaux qui font que un bitcoin, encore une fois je dis un bitcoin, hein, mais n'importe quel digital asset vaille tant, le marché doit l'anticiper. Parce que ça, peut-être que le fondamental, il nous dit c'est en 2030. Et le marché, il s'en fout, il veut anticiper. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de l'argent. Parce que là, toute la somme de ces acteurs-là, il y en a toujours un, tiens lui, pour se dire « Ah, moi je suis plus malin que les autres. Moi j'ai compris qu'en 2030, un bitcoin devait être beaucoup plus cher. Donc je vais anticiper. Donc je vais acheter. Donc les prix vont monter, et si ils sont pleins à penser qu'ils sont plus malins que les autres,
Il y a une pression acheteuse et les prix partent vers le haut, tout simplement. Donc il y a plein de fois où on dit que le marché anticipe ce qui va se passer, et il y a aussi plein de fois où on dit que le marché n'est pas d'accord avec les fondamentaux. Ok? Donc ça, première chose. Donc l'analyse fondamentale, on a compris ce que c'était. C'est globalement, fondamentalement, qu'est-ce qui vaut quoi, pourquoi. Là, je t'ai dit, le marché anticipe, le marché parfois il n'est pas d'accord. C'est là qu'intervient l'analyse graphique. Parce que l'analyse graphique, elle fait quoi? Elle regarde une courbe, elles font ça, ok? Et elle dit, ah bah tiens, là, il y a une pression baissière. Ah tiens, là, il y a un top. Ah tiens, là, il y a une résistance parce que ça a buté plein de fois là, et puis là, c'est venu support. Puis c'est redescendu, et puis tiens, elle a refonctionné ici 3 mois plus tard. Et puis là, tiens, il y a un canal haussier. Et puis là, tiens, il y a telle figure, etc. Cette analyse fondamentale, souvent on a tendance à dire c'est des trucs de gourou. Pourquoi? Parce que l'indicateur magique, le truc qui fait que, tu as vu, on a parlé du RSI tout à l'heure, etc. Attention, il est extrêmement important de comprendre que l'analyse graphique ne sont que des indices et il n'existe aucun indicateur magique. Le mec qui dit mon robot sur l'indicateur magique, il ne se trompe jamais, il a 80% de réussite, etc. Oui, peut-être, il est à 80% de réussite sur un temps donné. Et puis quand le contexte de marché va changer, il va se planter. Donc il y a des indicateurs qui ont l'air magiques parce qu'ils fonctionnent plein de fois d'affilée, mais après, ils sont en décalage et puis c'est un autre qui prend le relais. Mais l'analyse graphique, c'est globalement la somme de tout ça. C'est de se dire, ok, on a plein d'indicateurs, donc on fait en sorte, encore une fois, d'avoir des indices, mais dans l'indicateur, tu vois, c'est marrant, on appelle ça un indicateur, pas une baguette magique. Si c'était une baguette magique, on appellerait ça une baguette magique. Mais on appelle ça un indicateur parce que justement, ça n'est qu'un indicateur. Mais l'analyse graphique, c'est prendre la somme de tous ces indicateurs et d'en extraire un sentiment de marché. Pourquoi? Parce que finalement, on a dit que tous ces gens-là, ils ont une psychologie, ok? Tous, ils ont leur idée. Moi, je suis plus malin, moi, je suis meilleur, moi, j'ai plus d'argent, moi, je pense que... Leur idée se reflète dans l'achat et la vente. Donc, ça se reflète dans la demande. Ça se reflète dans la loi de l'offre et de la demande. Donc, ça se reflète dans les prix. Donc, leur psychologie va être visible sur les graphes. Si tout le monde... Attends, je continue mon graphe. Si le prix, il est tout le temps là, il fait un range entre 20 et 10. Il reste dans ce range pendant un an. Et bien, c'est que la psychologie de la somme de tous les acteurs du marché a établi que le consensus, c'est que ça valait tant. Peut-être que le fondamental nous dit dans 2 ans, ça doit valoir 100, mais là, aujourd'hui, le consensus de marché, il est là. Donc, quand on fait une analyse graphique, par exemple, si on a cette résistance, elle est toujours au même endroit à 20, c'est juste qu'on regarde la psychologie de la somme des acteurs. Où on dit, voilà, si tout le monde est d'accord psychologiquement pour mettre le prix dans cette zone-là, peut-être que quand ça va péter, ça veut dire quelque chose. Peut-être que c'est que le consensus est en train de changer et d'aller vers 100, et peut-être que ça va faire ça, ou peut-être que ça sera un faux signal, ou peut-être qu'au contraire, ça va péter vers le bas. Okay? Donc, l'un ne va pas sans l'autre, c'est mon message. Croire que l'indicateur magique, il fonctionne, c'est pas vrai, et croire que les prix doivent aller là où il y a les fondamentaux. J'ai vu plein de gens pendant le coronavirus qui disaient « mais je comprends pas », c'est juste après la grosse baisse des marchés financiers, la moins 30, moins 35, moins 40, après ça remonte, boum, V-bottom, blam, ça explose. Et les gens disaient « mais je comprends pas, et encore aujourd'hui, les marchés financiers sont trop hauts, c'est pas normal, il y a des confinements, l'économie, etc. » On s'en fout. Le marché ne reflète pas la réalité économique. L'analyse fondamentale peut refléter la réalité économique. Le marché ne reflète pas du tout la réalité économique. Le marché reflète la somme de ce que pensent tous les acteurs du marché de la réalité économique et la somme de ce qu'ils anticipent pour plus tard parce qu'ils veulent tous être plus malins et anticiper pour avoir la hausse, etc. C'est tout. Donc que le marché monte quand ça ne va pas, qu'une compagnie aérienne se pète la gueule parce qu'on a tout fermé pendant le coronavirus et qu'elle explose à la hausse parce que la somme des acteurs se dit « ah, elle est sous-évaluée. Ouh là là, le corona, ça ne va pas durer super longtemps, moi je suis plus malin que les autres, je vais acheter en bas. » Et ça remonte. Et parfois ça fait x2, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Question suivante. Merci Yann. La question qui me vient lors de la sortie, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait des profits? Si on n'en a pas besoin pour acheter un passif, autant les laisser en portefeuille. Alors j'imagine que tu penses les laisser en portefeuille crypto, mais quoi qu'il en soit, ma réponse va fonctionner de la même façon. Alors, en effet, quand on va prendre nos profits, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est pareil, qu'on prenne nos profits là, qu'on prenne nos profits demain sur la vente d'un bien immobilier, qu'on prenne nos profits sur une action en bourse, qu'on prenne nos profits mensuels à la fin du mois quand on a fait du trading, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est toujours le même raisonnement. C'est celui-là. Je rentre de l'argent. Ça peut être mon trading, ça peut être mon position trading moyen terme, ça peut être mon portefeuille long terme mes actions,
ça peut être une vente immobilière, que ce soit du marchand, que ce soit résidence principale, tout ce que tu as envie, je rentre de l'argent. Ça peut être une prime, ça peut être mon salaire, peu importe. Rentrée d'argent, ok? Allocation. Encore une fois, regarde la méthode Prime, regarde l'atelier épargne sur ma chaîne YouTube, c'est super simple. En gros, le message, c'est de dire il faut faire des allocations avec son argent. Et là, demain, je récupère de l'argent grâce aux cryptos, je sors, je prends mes profits, s'il te plaît, prends des profits, n'oublie pas de les prendre. Ben voilà, je me retrouve avec, je sais pas moi, 100 000 balles. Putain, j'ai géré. Cool, j'ai transformé 20 000 en 100 000 grâce aux cryptos, grâce voilà, à finalement ce placement moyen. Enfin, c'est génial. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet de faire ça encore? On vit quand même une époque formidable. C'est pour ça que ça me tue de voir des gens qui ont des portefeuilles qui sont riches sur le papier, tu vois, comme on a pu le voir dans toutes les frénésies qu'il y a eu avec GameStop, etc. On voit des gens qui nous affichent des 100, des 200, des 1 million, etc. sur le papier, mais tu es riche sur le papier et tant que tu n'as pas pris des profits, rappelle-toi encore à la citation, hein, comment vous êtes riche à force de vendre trop tôt. Tant que tu n'as pas pris des profits, tu n'as pas d'argent. Mais là, admettons que tu as réussi à extraire 100 000, fais-le avec 10 000, avec 5 000, avec ce que tu veux. Allocation. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer un camembert, je vais découper ces 100 000 intelligemment. C'est-à-dire que je vais réinvestir peut-être marché financier action, je vais peut-être faire un apport immobilier, je vais peut-être garder une petite partie pour me faire plaisir. Au bout d'un moment, il faut peut-être un peu se payer, hein, vacances avec ma femme, mon fils, tout ce que tu as envie, mon mari. Je vais peut-être attendre que les cryptos baissent, mais garder une petite partie, pareil, plus ou moins importante, pour, après la grosse baisse, re-rentrer sur les cryptos. Peut-être que je vais faire, j'en sais rien, moi, du trading, tiens. J'ai toujours voulu me mettre au trading, mais je ne m'y suis pas encore mis parce que j'ai peur, etc. Ça fait peur, et bien ok, pas de problème. Si ça fait peur, déjà, je vais me former, et puis je vais mettre une petite allocation, peut-être que 10% de cette somme-là. Mais toujours est-il que cette somme-là que j'ai rentrée, tout de suite, elle repart. Enfin, moi, là, actuellement, je sais déjà, tu vois, je ne sais pas à quel prix je vais sortir. Je ne sais pas comment je vais sortir. Je ne sais pas si je vais sortir bien, pas bien, haut, pas haut, etc. Toujours est-il que je sais déjà ce qui sort, comment, pourquoi et où ça repart. Sur quel portefeuille. Alors, je ne le sais pas encore en argent, parce que je ne sais pas combien sera ma plus-value en argent. Par contre, je le sais déjà en pourcentage. C'est aussi simple que ça. Et typiquement pour moi, si tu veux on en a déjà parlé dans une masterclass, mais cette année, encore une fois, ça c'est quelque chose qui va évoluer tous les ans, globalement, mais cette année, mes rentrées d'argent, je fais du 60-40, et au sein du 40, je fais du 50-50, ok? Je te l'explique très rapidement, même si ce n'est pas le bon endroit, tu sais qu'on aime bien digresser sur ces vidéos, donc je fais du 60 long terme, donc il y a 60% de tout ce que je rentre, mais là je ne te parle même pas des cryptos, c'est tout ce que je rentre cette année, c'est mon allocation de l'année là. En tout cas, au moins des 6 mois et puis sûrement de l'année si ça ne change pas. Tout ce que je rentre, 60% part sur mon portefeuille long terme, 40% sur mon court terme. Donc long terme, c'est vraiment ma méthode RLT, papa, maman, j'achète des actions, c'est pour la retraite, je ne les touche pas, elles sont là, elles versent des dividendes. 40% sur mon court terme, et dans mon court terme, j'ai découpé en deux. J'ai 50% trading, là où je trade avec Aria, qui me permet d'avoir un revenu mensuel, puisque tous les mois, je sors mes gains de trading. Si je suis en gain, si je suis en perte, je ne sors rien forcément. Mais dès que je suis en gain, je sors des revenus, ce qui me fait un revenu complémentaire et tout, c'est super cool. Et pareil, sur ce revenu complémentaire, j'ai fait une allocation. Il y a d'ailleurs une partie de cette allocation qui repart en investissement. Et 50% en position trading moyen terme. Donc là, globalement, c'est ce que je t'ai expliqué plus tôt, où je vais acheter des actions, je vais acheter des actifs, avec, dans ma tête, la possibilité de ne pas les garder. Contrairement à mon long terme, où je vais prendre que des boîtes auxquelles je crois à super long terme, là je vais prendre des boîtes un peu plus volatiles, où globalement je vais viser du 10, du 20% d'augmentation, du 5%, et puis je vais sortir et je vais faire ça, et je vais garder globalement les trucs en portefeuille entre une semaine et un an. Voilà, c'est à peu près ça. Ça, c'est mon allocation à moi, mais encore une fois, c'est la mienne, elle m'est propre, parce qu'elle fonctionne avec mon niveau de patrimoine, elle fonctionne avec mes autres actifs, c'est pas la totalité de mes investissements, là c'est que ce que je fais sur les marchés financiers. Et elle fonctionne avec ma vie, mon patrimoine, mon niveau de risque, mon niveau, tu vois, moi, c'est 60%. En aucun cas, je m'autorise à les ressortir. C'est-à-dire que j'ai mis une partie importante que je ne m'autorise pas à ressortir. Pourquoi? Parce que quand tu as besoin de cet argent-là, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, c'est que c'est l'urgence, etc. Et souvent, cet argent-là, tu n'as pas envie de le sortir au moins bon moment. Mais ça fonctionne. Peut-être que pour toi, il faut augmenter cette partie-là, j'en sais rien, parce que cette partie-là, pour le coup, elle est beaucoup plus liquide. Là, demain, si je veux récupérer
portefeuille de trading ou mon portefeuille moyen terme parce que j'ai besoin de 100, de 200, de 300 000 balles pour faire X investissement ou parce que j'ai une galère, etc., je peux. Mais encore une fois, ça c'est perso. Je te donne l'exemple pour que tu te rendes compte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu mettes en place ton allocation. Peut-être que tu vas me dire, tiens, là-dessus, j'ai toujours voulu acheter ma résidence principale, parce que X, parce que Y, parce que maison de famille, tout ce que tu as envie. Eh bien, j'ai choisi de mettre 10% en apport sur de l'IMO. Ou pas forcément sur la résidence principale, hein. Tu sais que je kiffe pas trop ça, mais par exemple sur du marchand de biens. J'ai toujours voulu, MDB, j'ai toujours voulu me lancer en marchand de biens. Eh ben voilà, eh ben ok, prochaine allocation, boum, cette année, boum, 10%. Et puis quand j'aurai assez d'argent, je me lancerai enfin. Voilà, tout simplement. Donc, pour répondre à la question, autant les laisser en portefeuille, oui, ça va rester en portefeuille, mais juste pas le même portefeuille. Billy, avec le gros argent des institutions, ça arrive à faire stabiliser les prix, surtout du Bitcoin, gros point positif pour ne pas perdre tout son cash en une journée. Alors je suis d'accord et pas du tout d'accord, très cher Billy. Oui, plus il y a d'argent sur le marché, plus il y a de gros qui rentrent et donc des institutions, plus on va avoir de liquidité, et plus la volatilité va se contracter et les prix vont se stabiliser. Un marché pas mûr bouge beaucoup, il est très volatile, c'est ce qu'on voit avec les cryptos et c'est ce qu'on voit avec les small caps par exemple. Et un marché beaucoup plus mûr, par exemple prenons une action du CAC 40, tu vois, quand ça fait un mouvement de 1,5% dans la journée, c'est genre la journée de l'année, tu vois. 2% quoi. Donc oui, théoriquement, si on a plus de liquidité qui rentre, on aura une meilleure stabilité des prix. Par contre, quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la volatilité, elle existe encore. Sur les derniers cycles, elle a été forte. Les marchés, globalement, font toujours ça, sauf que c'est juste l'échelle qui change. Tu vois, on a toujours les mêmes étapes. Hein. Ça commence à augmenter, début du bull run, boum, l'attention des médias, l'enthousiasme, tout le monde devient complètement fou. Là, tu vois, c'est là qu'il faudra faire attention. Donc, il faut bien anticiper ce média attention, enthousiasme. Côté grid, donc c'est le FOMO, hein, c'est le moment où tu veux gagner plus. Et le new paradigme, alors là, c'est quand tu arrives en haut. Hein, tout le monde connaît cette courbe. Hein. C'est quand là, c'est quand c'est débile. Et puis après, ça se pète la gueule. Donc là, le marché, il fait toujours ça. Et est-ce qu'il fera ça ou est-ce qu'il ne fera pas ça? C'est ta question, Billy. Je pense qu'il va le faire encore, sur un ou deux cycles. Je pense qu'il n'est pas encore du tout assez mature, et je suis en train de te chercher autre chose que je veux te montrer. Il n'est pas encore assez mature, il n'est pas encore assez gros pour ne plus faire ça. Le market cap total des cryptos, c'est 1400 milliards, 1399 milliards à l'heure où je tourne cette vidéo. Okay, donc, je te parle de tout le marché des cryptos. Okay, tout le marché, toutes les cryptos, pas que le Bitcoin. Si je prends toutes les cryptos, que je prends tout le supply, donc toutes les unités multipliées par le cours, là maintenant tout de suite, on arrive à 1400 milliards. Okay, si je regarde, je me suis amusé à aller chercher les chiffres de la zone euro, parce que, tiens, je vais faire une parenthèse. Souvent les gens, là je parle de market cap, donc ça tombe bien, souvent les gens disent oui, actuellement le Bitcoin a dépassé la valorisation d'Apple ou de Tesla ou de je ne sais plus quelle boîte, c'est complètement fou, c'est trop haut, le Bitcoin ne peut pas valoir plus cher qu'Apple. Tu ne peux pas comparer, j'ai jamais compris ça, le market cap d'une crypto contre le market cap d'une entreprise. Ça n'a rien à voir. Tu es en train de comparer une monnaie, une crypto-monnaie, un digital asset, mais quand même quelque chose qui a une fonction de monnaie, de capacité d'échange, avec une entreprise qui détient des actifs, qui est elle-même un actif, avec un bilan, avec des clients, avec de la richesse, avec à l'intérieur parfois des hangars, des entrepôts, des lignes de production, des marques, des brevets, etc. Et tu es en train de me dire, le market cap des cryptos veut dire quelque chose. Le market cap des cryptos, pour moi, ne veut rien dire. On est juste en train de parler, il faut quand même le comprendre, super important, du dernier prix par le nombre. C'est juste ça, ok? Donc, par exemple, pour le Bitcoin, tiens, on est à combien là maintenant tout de suite? On est à 46 563 fois
le nombre de bitcoins en circulation. Okay, donc actuellement, 18 et quelques millions, 18,6 millions. Le market cap, c'est ça. Hein. C'est juste le prix fois le nombre en circulation. Mais à aucun moment, ça ne reflète la valeur totale de bitcoin à l'instant T. Première chose. Pour moi, ça ne reflète pas... Je vais expliquer tous les points. Je sais que là, il y a des gens qui vont... Ça ne reflète ni la valeur, ni l'argent investi. Alors, je vais commencer par l'argent investi, c'est plus simple. Des gens pensent que le market cap veut dire, actuellement, donc le market cap de Bitcoin, hein, si je multiplie ça par ça, là, tout de suite, maintenant, le market cap de Bitcoin, c'est 882 milliards. Bon, on va mettre un B, hein, on va mettre ça en anglais, hein, désolé. Hein. 882 milliards, ok ? Les gens pensent que 882 milliards, ça veut dire que des gens ont investi 882 milliards dans Bitcoin. Mais pas du tout. Ça veut juste dire que le dernier prix par le supply, ça fait 882 milliards. Mais à aucun moment, il y a eu 882 milliards investis dans le marché. Il y a peut-être eu plus, il y a peut-être eu moins, mais pas 882 milliards. Pourquoi ? Loi de l'offre et la demande. Hein. Je veux acheter une pomme. Tiens, moi je suis là, puis toi tu es là. Okay ? Et puis on a 10 pommes sur le marché. Et puis c'est moi qui les ai. Je suis propriétaire des 10 pommes. Okay ? Maintenant tu veux m'acheter une pomme. Je te dis ok, je te vends une pomme pour 20 balles. 20 euros. Okay ? Tu me dis oui, tu l'achètes. Donc là il ne me reste plus que 9 pommes et toi tu as une pomme. D'accord ? Le market cap des pommes, c'est 20 x 10, 200. Okay ? Sauf que là, il y a Rodrigo, il arrive. Et Rodrigo, lui, il veut vraiment des pommes, tu vois. Parce que Rodrigo, je sais pas, il aime les pommes. Son kiff, c'est les pommes. Donc lui aussi, il veut m'acheter une pomme, tu vois, Rodrigo. Rodrigo, je vais lui vendre une pomme, mais vu que c'est quand même un pigeon, Rodrigo, je vais lui vendre 50 balles. Okay, donc le dernier prix qu'il est prêt à payer, c'est 50. Donc moi, il me reste 8 pommes. Rodrigo, il a une pomme, toi, tu as une pomme. Rodrigo, il a payé 50. Immédiatement, le market cap passe de... Puisque le dernier prix d'échange, c'est 50, passe de 200 à 500. 10 fois 50. Ok ? Sauf que combien il y a eu d'argent injecté dans le marché ? 20 plus 50, 70. Il y a eu 70 injectés dans le marché. Pourtant, le market cap, c'est 500. What the fuck ? Where the fuck ? C'est ça, la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est un exemple très simple, mais c'est la réalité. Donc à aucun moment, on peut savoir... On peut sûrement le savoir, il y a des indicateurs, etc. On s'amusera à en regarder. Mais on ne peut pas savoir de façon déjà exacte combien il y a eu d'argent investi. Et surtout pas avec le market cap. Première chose. Market cap, c'est juste un multiplicateur. Première chose, important. Super important déjà, changement de vision. Deuxième chose, la valeur. Est-ce que 882 milliards reflète la valeur totale de Bitcoin ? Non, pour deux raisons. Deux raisons. La première, c'est qu'on l'a vu, c'est le dernier prix. Donc, si tout le monde veut vendre, forcément, trop d'offres, pas assez de demandes, le prix descend, on l'a vu, la parabole, boum, moins 80. Et en vrai, à aucun moment, on va pouvoir récupérer 882 milliards. C'est comme dire, tel milliardaire pèse 14 milliards parce que sa boîte vaut 14 milliards, mais en vrai, il ne peut pas vendre ses actions. Parce que s'il vend ses actions, il y en a tellement qui fait baisser le cours de la boîte. Donc en vrai, oui, sa richesse, c'est 14 milliards, mais il n'est pas liquide de 14 milliards immédiatement. Donc là, le marché, à aucun moment, il est liquide de 882 milliards. À aucun moment. Première chose. Deuxième chose, contrairement à une entreprise, et c'est pour ça qu'à aucun moment tu peux dire tiens, Apple, Bitcoin vaut plus que Apple, c'est pas normal. Une entreprise, Apple, il y a des salariés, il y a des bureaux, il y a de l'immobilier, il y a du stock, il y a des brevets, tout ça c'est de l'actif. Et surtout, il y a des actions, il y a de l'equity. Okay ? Et quand je détiens une partie d'Apple, je ne détiens pas qu'une action. Genre, je suis content, je détiens une action, puis je l'achète et je la vends. Non, non. Quand je détiens une action, je détiens une partie d'Apple vraiment, avec des droits de vote, avec des dividendes, avec des obligations légales. Si je suis un gros actionnaire d'Apple, je peux faire un peu ce que je veux, je peux vraiment faire chier le monde. Et avec forcément, indirectement, une partie de tout ça. Il y a des actifs tangibles derrière. Quand je détiens un Bitcoin, je suis désolé, j'ai pas de droit de vote, j'ai pas droit aux dividendes, il n'y a pas d'obligation légale, je ne détiens pas une partie de différents éléments de l'actif. Okay ? Donc pour moi, tu ne peux pas
déjà, tu vois, comparer une boîte avec une crypto-monnaie et parler du total market cap dans le sens où tout le monde en parle. C'est-à-dire c'est ce qui a été investi à l'intérieur ou alors c'est la liquidité immédiate, etc. Première chose, parenthèse. Maintenant, je reviens sur la question du début. Pour moi, le marché, il est encore tout petit. Et dire qu'il va stabiliser parce qu'il y a des grands, etc., non. Et là, pour le coup, je regarde le market cap. Mais je vais comparer le market cap à ce qui est comparable. C'est-à-dire on parle d'une crypto-monnaie, quelque chose, une façon d'échanger finalement de la valeur. La preuve, Tesla l'accepte pour payer des voitures. Donc je vais comparer ça aux autres monnaies. Je veux bien qu'on compare un truc à un truc. Ben, comparons pas une crypto à une entreprise, comparons une crypto à une monnaie. Okay, donc là, si je regarde les agrégats monétaires de la zone euro, alors j'ai pris que l'euro, hein. C'est un petit peu plus violent, tu vois. Donc là, je te le fais rapidement. Tu vas voir, les chiffres, c'est pas la même chose. On parle de, ici, 1300 milliards, alors que si je regarde l'agrégat M3, je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est, on en reparle dans une deuxième vidéo, on parle de 14 000 milliards. Donc 1400, 14 000. Si je regarde la balance sheet de la Banque centrale, on parle de 70 000 milliards. Si je regarde les prêts au secteur privé, on parle de 48 000 milliards. Donc c'est déjà beaucoup plus. On n'a regardé que la zone euro, on n'a regardé que l'euro. Et en plus, on n'a regardé que les agrégats monétaires. On n'a pas regardé les valeurs d'investissement, etc. etc. Ce serait un raccourci de dire qu'on a regardé tout l'argent qui est en circulation. Première chose. Deuxième chose, on n'a pas non plus regardé, là on a regardé vite fait les grandes masses de l'euro, etc., la Banque centrale, on n'a pas regardé non plus ce qui s'échange. Là, on a fait une photo de dire il y a à peu près telle masse monétaire, il y a à peu près telle masse dans la Banque centrale, mais on n'a pas regardé tous les jours ce qui s'échange. Tu vois, le marché du forex, etc., le marché des dérivés, c'est beaucoup plus gros, énormément plus gros, plus de 1000 fois plus gros tous les jours en nombre d'échanges. Donc oui, attention, et on l'a vu la dernière fois, il y a des gros qui rentrent, oui, il se passe vraiment des trucs, oui, on va vers une stabilisation, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense que très clairement, on a encore quelques cycles à voir comme ça. Je pense que le cycle, là, cette année, c'est complètement se voiler la face que de penser qu'il ne va pas faire ça. Et en tout cas, je peux complètement me tromper, et tant mieux, mais je vais respecter ma stratégie de sortie et stratégie d'entrée. C'est-à-dire que si je veux rentrer, si je me sens en retard sur un actif et qu'il est vertical, je ne vais pas l'acheter. Éventuellement, je vais l'acheter sur un pullback si je pense que le marché n'est pas encore débile et qu'il peut encore partir en vertical, donc quand il va consolider, éventuellement. Et puis, je vais surtout faire comme JP Morgan, je vais chercher à vendre peut-être sûrement trop tôt, mais en tout cas, dès que je pense que tous les critères qu'on a vus, hein, trop de médias, trop de gens qui deviennent fous, etc., etc., et de plus en plus de nouvelles comme on voit avec Elon Musk et Tesla, etc., je penserai à sortir. Voilà très rapidement pour mon update. Comme d'habitude, pose-moi tes questions dans les commentaires. Je suis désolé, cette vidéo est encore très longue. J'essaie de faire court pourtant, mais j'y arrive pas. Il y a plein de choses à expliquer à chaque fois. Balance ton pouce à l'édifice, c'est important. Mets-moi tes questions, petits commentaires de référencement aussi sur la chaîne. Et puis, je te dis à très bientôt, la team. Ciao.